Ses toiles sont exposées dans les plus prestigieux musées du monde. Jamais un artiste n'a suscité un tel engouement. Van Gogh est devenu une marque universelle. Derrière cette immense notoriété post-mortem, l'homme incarne dans l'imaginaire populaire la figure de l'artiste maudit. Une légende s'est construite autour de sa vie, ses séjours en asile de fous, l'épisode de l'oreille tranchée ou encore ses querelles arrosées d'absinthe. Mais derrière ce personnage désaxé, capable de tous les excès, il y a l'immense artiste qui a bâti une œuvre exceptionnelle. Comment Van Gogh, fils de bourgeois hollandais, devient Vincent le peintre? Pourquoi attend-il les 2 dernières années de sa vie pour enfin signer de son prénom ses plus grands chefs-d'œuvre? Van Gogh, peintre absolu, c'est l'histoire du cheminement de l'artiste qui met en lumière le fascinant processus d'une lente maturation. Vincent Van Gogh, contrairement à l'image d'Épinal du peintre pauvre et maudit, est un fils de bonne famille. Né le 30 mars 1853, il passe toute son enfance dans le sud de la Hollande, dans une région rurale qui vit principalement de l'agriculture. Vincent grandit à Zundert, un petit bourg d'1 millier d'habitants dans cette maison bourgeoise. Les Van Gogh de confession protestante sont instruits et à l'aise financièrement. Le père, Théodorus, est le pasteur de cette petite ville, une vraie figure locale. Il a épousé Anna Cornelia, issue d'une riche famille de vendeurs de tableaux. La famille du jeune Vincent fait donc partie des notables de cette région agricole. La famille était puissante et très, très lettrée. Ce ne sont pas des paysans, ce sont des pasteurs, des tréfileurs d'or, des marchands. Et son oncle est l'un des plus grands marchands de la Hollande. Il travaille avec la cour, avec la monarchie. Il vend des tableaux au roi de Hollande. Donc il y a une situation tout de même assez aisée dans la famille. Il y a toujours eu une domestique chez le pasteur. Dans ce milieu privilégié, au sein d'une fratrie de 6 enfants, les premières années de Vincent semblent se dérouler sans histoire. Il y a pourtant une ombre qui plane sur ce bonheur familial. Avant la naissance de Vincent, ses parents ont perdu un enfant, mort-né. Il portait le même prénom que lui. De ce trouble fondateur naît sans doute une part de sa personnalité si singulière. Vincent Van Gogh est né 1 an, jour pour jour, après un autre enfant qui était son frère et qui s'appelait lui aussi Vincent Willem Van Gogh. Donc tous les jours ou chaque fois qu'il allait vers l'église, il passait devant la tombe de son frère et il voyait que Vincent Van Gogh était mort. Les psychanalystes se sont évidemment jetés sur la question. Ça a certainement compté. La dame qui s'occupait des enfants Van Gogh disait toujours que Vincent était le plus bizarre de tous. Qu'on ne savait pas trop quoi en faire. Il passait son temps à regarder à travers la vitre. Il regardait les gens passer. Enfin, c'était un enfant un peu bizarre. Fuyant la société des hommes et ses codes, Vincent, dès le plus jeune âge, développe un goût prononcé pour la nature. L'enfant part pour de longues promenades solitaires dans la campagne hollandaise. Pour le futur peintre, la découverte de cet environnement est un choc esthétique, une révélation. Il aiguise alors son regard singulier et si perçant sur ce qu'il observe. De chaque détail, il décèle l'essence profonde. Comme ils habitaient un tout petit village dans la campagne, le petit Vincent partait tout seul dans les champs jusqu'à 10 km de la maison, ce qui est extraordinaire.
il a eu un contact intime avec la nature. Et ça, on voit bien que quand il peint un champ de blé, lui, par la suite, on voit que ça puise au plus profond de l'imaginaire de son enfance. Il se passionnait pour la marche et il partait marcher des heures et des heures. Comme ça, il traversait toute la région dans laquelle il habitait. Enfin voilà, il a ce côté un peu fanatique, un peu illuminé. Lunaire, voire dérangé pour certains, Vincent n'est pas un enfant comme les autres. Seul son frère cadet, Théo, qui lui ressemble trait pour trait, réussit à entrer progressivement dans son univers. Il devient un partenaire idéal de ses longues promenades. Théo se transforme en confident. Une complicité fraternelle très forte née de cette enfance. Elle va structurer toute leur vie. Vincent a toujours été soutenu par son frère. Il y a eu des moments où il y avait des relations très difficiles entre Vincent et ses parents, surtout son père. Mais Théo a toujours été là pour l'aider. Vincent, dès l'âge de 11 ans, va être brutalement coupé de ses repères. Fini les flâneries au grand air. Théodorus, le père de famille, veut le reprendre en main. Pour ce notable, le travail et l'ambition sont des valeurs cardinales. Le jeune Vincent, aîné de la famille, porte désormais le poids des attentes de réussite sociale. C'est une famille très protectrice, avec des normes, des règles assez strictes. Son père, donc pasteur, un personnage assez austère, strict, mais en même temps qui aime beaucoup ses enfants. C'est très important de faire part de la société, mais aussi d'avancer, de faire une carrière. Pour le père de Vincent, l'école du village est un frein. Côtoyer seulement des fils de paysans ne peut l'aider à faire carrière. Il est mêlé aux enfants de paysans dans les fermes. Et l'instituteur qu'il avait, on s'aperçoit qu'il était ivrogne. Donc les parents décident de l'enlever de là. Et lui qui a passé toute cette première enfance au grand air, jusqu'à 11 ans, on le place dans une pension à 30 km de chez lui. Et ses parents le laissent là, ils s'en vont dans une voiture jaune, et quand on sait en plus le jaune, l'importance du jaune ensuite dans son œuvre, il y a cette voiture jaune qui s'en va avec le bonheur dedans, c'est-à-dire les parents, le grand air, la famille. Il voit cette voiture jaune partir, il a 11 ans, et il dira 12 ans plus tard, dans une lettre, que depuis ce moment où ils l'ont laissé à la pension Provilly, il s'est senti étranger à tout. Au cours de ses années d'adolescence, passées en pension, Vincent se renferme sur lui-même, songeant à ce paradis perdu, qu'il tentera de retrouver bien plus tard dans la peinture. Le jeune pensionnaire se réfugie dans les livres et dévore tous les ouvrages dans sa langue natale, mais aussi en anglais, en allemand et surtout en français, qui devient sa langue d'adoption. En attendant, que faire de lui, se demandent ses parents. Dès l'âge de 16 ans, sa famille reprend le destin de Vincent en main. En 1869, le jeune homme est envoyé dans la capitale du pays, à La Haye, chez son oncle Sent, un prospère vendeur de tableaux. Il dirige la filiale hollandaise de la société Goupil, qui domine le marché de l'art en Europe, où une bourgeoisie en pleine expansion achète les œuvres des peintres à la mode. Ils sont alors très académiques, surnommés péjorativement les pompiers, à cause de leurs tableaux de soldats gréco-romains casqués. Un style aux antipodes de ce que Van Gogh peindra plus tard. Vincent, l'apprenti vendeur, découvre un nouveau monde. Il va sillonner le continent, envoyé dans plusieurs succursales comme celle de Paris, place de l'Opéra.
Son jeune frère Théo va lui aussi rejoindre la même firme de vente de tableaux, mais dans une autre ville. Vincent entame alors avec lui une correspondance lui écrivant cette toute première lettre. Cher Théo, cela me fait tant de bien que nous soyons maintenant dans le même métier et dans la même entreprise. Tâchons de nous écrire souvent. Promesse tenue, plus de 800 lettres vont suivre. Cette abondante correspondance renseigne sur les inclinaisons du futur peintre, devenant des décennies plus tard un véritable monument de littérature. Van Gogh a souffert beaucoup de son isolement. Donc la seule personne avec qui véritablement il communique sur son art, enfin l'une des personnes les plus importantes pour lui, c'est son frère Théo. Il y a une importante correspondance avec Théo, également avec quelques amis comme Gauguin ou comme Émile Bernard, mais Théo est vraiment le plus fidèle correspondant. Et ces lettres sont absolument magnifiques, elles décrivent les œuvres et surtout elles donnent l'intention du peintre. Le discours de Vincent sur les enjeux de la peinture, sur les raisons qui sont les siennes, les plus profondes, les plus essentielles, tout est exprimé avec une intensité incomparable dans ces extraordinaires lettres. Il y en a un peu plus de 800. Et c'est, sans l'ombre d'un doute, le livre, je dis bien le livre, que si on cherche à aborder ce qu'est le monde de la peinture, il faut lire avant tout, comme une introduction qui est la plus somptueusement généreuse qui soit, pour savoir de quoi on parle quand on regarde la peinture. En attendant, Vincent est encore un jeune vendeur de tableaux de 19 ans quand il est envoyé à Londres dans une succursale de la firme Goupil. Portée par un incroyable essor boursier, la capitale anglaise est alors la ville la plus peuplée au monde. Dans cette effervescence, il semble trouver enfin l'épanouissement. Mon cher Théo, quant à moi ça va, j'ai un bon logement. C'est une joie pour moi de découvrir Londres, le style de vie anglais et les Anglais eux-mêmes. Et puis il y a la nature, l'art et la poésie. Si cela n'est suffisant, qu'est-ce qui pourrait l'être? Mais ce sentiment de plénitude s'avère de courte durée. Vincent se sent mal à l'aise avec l'aspect commercial de son métier. La marchandisation de l'art commence même à sérieusement le dégoûter. Le matériel ne l'intéresse plus. Pour lui, les œuvres d'art, c'est pas des produits, c'est pas quantifiable. C'est vraiment, ça a plus une valeur spirituelle, donc il ne pouvait plus vendre de l'art. Le côté anti-commercial rentre dans sa démarche aussi d'isolement par rapport à la société. Il ne veut pas rentrer dans ce monde. Ça ne l'intéresse pas. C'est pas l'argent qui fait tourner le monde pour lui, c'est l'art, l'amour, la passion, la religion, etc. Tout ça, le côté extrêmement romantique. Ce jeune homme idéaliste de 20 ans, en quête d'absolu, va subir à Londres une profonde blessure d'amour-propre qui va briser son chemin tout tracé, celui d'une carrière déjà écrite par sa famille. Tout va déraper quand Vincent s'éprend d'Eugénie, la fille du propriétaire de la pension où il loge. Il tombe amoureux d'une jeune fille et là, il est amoureux fou. Ça commence en été 1873 et il ne se déclare qu'au printemps 1874, c'est-à-dire presque un an après. Et elle lui dit non, parce qu'elle est déjà fiancée, mais il ne l'acceptera jamais. C'est là que commence son effondrement, effectivement, dans la religion, la Bible, et des lettres qui sont interminables et confuses, où il y a des pages et des pages de délire religieux. On ne peut pas appeler ça autrement. Pas un jour ne passe sans que je prie Dieu, ni sans que je ne parle de Dieu. Père, je ne prie pas pour que tu me retires du monde, mais plutôt pour que tu me préserves du mal. Vincent estime que sa voie n'est définitivement plus celle du marché de l'art. Nourri des textes de la Bible, qu'il lit inlassablement, il décide de se plonger corps et âme dans la religion. Il a maintenant 23 ans quand il plaque tout, persuadé que sa vocation est celle de devenir prédicateur. Il finit par obtenir une mission d'évangéliste en Belgique auprès des mineurs de charbon, dans le Borinage, patrie des gueules noires, terre de misère. C'est le début d'une nouvelle vie pour lui et c'est surtout encore une rupture de plus avec sa famille qui, bien qu'elle soit heureuse de le voir
embrasser la carrière entre guillemets de son père. Elle le voit partir comme ça, pas convaincu non plus, et tout le monde est un peu gêné en fait, de le voir perdu comme ça au milieu des mineurs. Mon cher Théo, tu sais qu'un des principes, une des vérités fondamentales, non seulement de l'Évangile, mais aussi de toute la Bible, est que la lumière brille dans les ténèbres. Or, qui en a davantage besoin à l'heure actuelle? Le houilleur. Pour lui, le jour n'existe pas et, sauf le dimanche, il ne jouit guère des rayons du soleil. Il travaille péniblement à la lumière d'une lampe, dans la clarté pâle et blafarde, dans une galerie étroite, le corps plié en deux et parfois même obligé de ramper. Ces longues descriptions des mineurs semblent tout droit sorties de Germinal, le chef-d'œuvre qu'Émile Zola écrira en décrivant ces mêmes mines du Borinage quelques années plus tard. Vincent Van Gogh, le prédicateur, est fasciné par cette misère. Pour décrire ce qu'il ressent, il se met à dessiner au fusain, quotidiennement, ces scènes de labeur. Le trait est encore mal assuré, les proportions maladroites. Mais il est fier d'envoyer à son frère ses premiers dessins. Mon cher Théo, je ne saurais te dire comme je me sens heureux. J'ai griffonné un croquis qui représente des charbonniers, allant à la fosse le matin dans la neige sur un sentier le long d'une haie d'épines. Des ombres qui passent vaguement discernables dans le crépuscule. Au fond, s'estompent dans le ciel les grandes constructions du charbonnage. Van Gogh, il a une connaissance pas fine du tout de ce qu'est le milieu ouvrier. Il a lu ça dans les livres, dans certains livres de Zola, de Balzac. Il est fasciné par les écrivains français qui racontent la vie des classes populaires. Et il a envie, je pense assez sincèrement, d'aider les gens. Et donc, il surjoue ce côté un peu christique où il se fait passer pour, en gros, la personne qui va les sauver. Il va leur expliquer que c'est grâce à la foi religieuse que ces gens vont réussir à avoir une vie meilleure. Dans le Borinage, il a vécu comme un Christ. Il dormait par terre. Il déchirait ses chemises pour faire des pansements. Il donnait son fromage à manger aux souris par amour pour toutes les créatures. Enfin, ça dépasse l'entendement. On le prenait pour un fou. Les enfants, on l'aimait bien, mais on le voyait plus que comme un fou en haillons, un fou de Dieu. Mon cher Théo, tu sais bien que j'ai négligé ma toilette. Cela, je l'admets. Et j'admets que cela est shocking. Mais voici, la gêne et la misère y sont pour quelque chose. Et puis un découragement profond y est pour quelque chose. Vincent traverse une période de crise profonde. Le fou de Dieu commence à inquiéter les notables de la région. Son père, alerté par la rumeur, se rend dans le Borinage pour sermonner son fils. Le père de Van Gogh est d'autant plus inquiet de ce que fait son fils dans le Borinage qu'il est lui-même pasteur, il a une réputation. Alors à l'époque, la réputation, c'est vraiment quelque chose de très important. Et il tombe sur un type complètement illuminé qui est plus près du preacher américain d'aujourd'hui qui hurle devant les gens dans les églises que du pasteur protestant qui a un devoir de grisaille, de rigueur, qui vit dans une petite maison et qui reçoit et qui va au-devant des gens, quoi. Il est plus dans une position presque de pasteur un peu fou, un peu star, qui fait un peu peur aux gens qui l'entourent. Face à l'indifférence de la classe ouvrière, au désaveu de son père et surtout aux fortes réticences de l'Église, Vincent Van Gogh décide de tout laisser tomber. Il a maintenant 27 ans et va une nouvelle fois radicalement changer de vie. Dans sa vie, avant de devenir peintre, il n'y a que des échecs. Tout ce qu'il tente, il le rate. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais chaque fois, il avance dans la direction de l'art et de la peinture. Son départ du Borinage, voilà, c'est un départ à la Van Gogh, c'est pas calculé du tout. Ça se fait du jour au lendemain, il est bouleversé. Il part à pied, effectivement, ce qui est complètement surréaliste.
Enfin, on a vraiment le sentiment voilà, de quelqu'un qui quitte les lieux de façon physique, quoi. C'est-à-dire qu'il a besoin de sentir le fait qu'il a effectué un trajet qui l'emmène d'un point à l'autre. Il part un peu comme Eric Cantona, quoi. Il jette son maillot, il part à pied. Fier, ses dessins sous le bras, Vincent parcourt des dizaines de kilomètres à pied, direction Bruxelles, avec une seule idée en tête, devenir un artiste. Dans la capitale belge, il s'inscrit à l'Académie de peinture. Seulement, comme Vincent ne maîtrise pas bien les techniques de base, ses professeurs doutent sérieusement de ses capacités. En découvrant ses dessins encore naïfs, il ne croit pas à la possibilité d'une carrière d'artiste si tardive. Alors Vincent quitte rapidement les cours et se met à travailler tout seul, d'arrache-pied. Il recopie inlassablement les dessins qu'il trouve dans les manuels d'apprentissage, afin de maîtriser les proportions. Travaillant jour et nuit, il s'y met, avec application. Ses modèles sont les grands classiques, comme le peintre allemand Holbein. Ce portrait de jeune fille, voici ce que Van Gogh en fait. Petit à petit, le trait de Vincent va prendre de l'assurance, grâce notamment à son travail sur les peintures du français Millet, qu'il admire au plus haut point. Voici par exemple le semeur et la version dessinée par Van Gogh. Millet va l'inspirer tout le long de son œuvre, mais le novice sait qu'il n'y arrivera pas tout seul. Alors pour parfaire son apprentissage, il va chercher l'aide d'un peintre hollandais très respecté à l'époque, Anton Mauve. C'est un parent par alliance qui habite à La Haye. Un peintre au style plutôt moderne pour l'époque, comme en témoigne cet autoportrait. Anton Mauve avait épousé Jet Carbentus, qui était la cousine de Vincent Van Gogh. Et Van Gogh lui a demandé s'il pouvait lui donner des leçons. Et Mauve commence à lui donner des leçons. D'abord, il voit ce qu'il fait au début. Il lui dit « Je pensais que tu étais un triple couillon, mais finalement, c'est pas trop mal ce que tu fais. Je pense que tu pourras t'en tirer et vendre et vivre de ton art. » Car très vite, l'élève fait de rapides progrès. Son maître, Anton Mauve, se met en tête de l'initier à la peinture à l'huile. Une intuition qui s'avère décisive. Tu dois savoir, Théo, que Mauve m'a donné une boîte de peinture avec des couleurs, des pinceaux, une palette, de l'huile, enfin tout le nécessaire. La question est donc réglée. Je vais me mettre à la peinture et je suis bien content d'en arriver là. Et voici la toute première peinture de Vincent Van Gogh, réalisée à l'âge de 28 ans. Nature morte, avec choux et sabots. En assemblant quelques objets disparates, le débutant réussit à créer une atmosphère. Son maître est impressionné. Vincent sera peintre à coup sûr. Mais pourtant, la relation entre les deux hommes va tourner au vinaigre. Car Vincent, impatient, s'irrite d'un apprentissage qu'il trouve trop conventionnel. Il y a le fait que dès qu'il commence à maîtriser l'aquarelle et qu'il est capable de faire des choses vendables pour les bourgeois de Hollande, ça ne l'intéresse pas. Il veut aller beaucoup plus loin. Aller beaucoup plus loin. Vincent s'enfuit dans la campagne hollandaise. Plutôt que peindre des natures mortes, des modèles trop classiques, il préfère se concentrer sur la vie des petites gens, les paysans. Frénétiquement, il va pendant 7 mois préparer par des centaines de croquis ce qu'il imagine devenir sa grande œuvre, décrire la misère paysanne telle qu'il la voit. Après un long travail acharné, il achève Les mangeurs de pommes de terre. Van Gogh considère cette toile comme son premier tableau, digne de ce nom. Dans une lumière qui rappelle l'atmosphère des toiles de Rembrandt, ces paysans ont volontairement l'apparence et la couleur terreuse de la pomme de terre qu'ils s'échinent à cultiver. Jeté à la face du monde, le tableau ressemble à un banquet des damnés de la terre. Mais ce travail n'intéresse pas grand monde. Sans le sou, il part avec l'énergie du désespoir pour Anvers. Mais dans cette ville, plutôt que le succès, ce sont les tentations qu'il va trouver, qui vont le consumer. Van Gogh, trentenaire, fréquente assidûment les bars à matelots, abusant de l'absinthe jusqu'à se perdre dans l'ambiance glauque des nuits de saoulerie et de débauche. C'est à cette époque que l'alcoolisme de Van Gogh le happe pour ne plus jamais le quitter.
Cette addiction, ajoutée au tourment de l'artiste, va lui jouer des tours. Vincent, habitué des bordels, contracte ce qu'on appelle là-bas le mal français, la syphilis. En allant dans les bordels du port d'Anvers, il a contracté la syphilis. Il est très malade pendant les quelques mois qu'il reste à Anvers. Il perd 7 ou 8 dents d'ailleurs, il est très mal. Et il va voir un médecin et il comprend qu'il a la syphilis, que donc il est condamné. Conscient qu'il ne lui reste plus que quelques années à vivre, Vincent peint alors le crâne à la cigarette qui fume. Bravache, et d'une modernité qui la rapproche du surréalisme, la toile bouscule, avec une énergie jusque-là étrangère à Vincent. En réinterprétant le thème classique du squelette et en lui attribuant des attitudes humaines, le peintre offre un véritable pied de nez à la mort. Malade, exténué, perdu, à court d'argent, Vincent n'a plus qu'un recours. Il décide sur un coup de tête de rejoindre son frère, qui tient dorénavant une grande galerie à Paris. Mon cher Théo, serai au Louvre à partir de midi, ou plutôt si tu veux. Réponse SVP pour savoir à quelle heure tu pourrais venir à la salle carrée. Ainsi, viens-y le plus tôt possible. Vincent arrive à Paris au début de l'année 1886. Il a 33 ans. Ce séjour parisien va lui ouvrir de nouveaux horizons. En arrivant, il ne sait pas encore que dans la capitale, il va trouver l'inspiration et parachever son apprentissage, jusqu'à trouver son style inimitable. Son frère, éternel protecteur, l'accueille à bras ouverts dans son appartement de la rue Le Pic, sur la butte Montmartre. Il va le loger, le nourrir et le blanchir pendant 2 ans. Mais Théo, galeriste en vue, va lui offrir bien plus. Il va lui faire découvrir des peintures d'un nouveau genre. Pour Vincent, c'est une révélation. Vincent, tout de suite, va découvrir sur les murs de cet appartement quelques tableaux de ces peintres que Théo a eu l'autorisation de vendre dans la galerie qui est la sienne, qui est une galerie a priori plutôt pour les peintres du salon, les peintres officiels, les peintres médaillés au salon, si ce n'est même primés au salon, et qui sont des peintres refoulés, écartés, depuis des années qu'on appelle les impressionnistes, dont il ne sait rien. Il a lu bien évidemment des textes de Zola. Il a regardé des gravures qui ont sans doute, dans telle et telle revue, reproduit des toiles, mais en noir et blanc, et pour cause. Et d'un seul coup, il se trouve né avec cette couleur extraordinaire dont il ne savait rien. Lui qui est arrivé avec, justement, des couleurs ternes, sombres, terreuses. Le choc des couleurs éclatantes utilisées par les impressionnistes va bouleverser sa propre palette de peinture. Les premières toiles qu'il réalise dans l'appartement de la rue Le Pic s'en ressentent. Comme cette vue de Paris, peinte de la fenêtre de l'appartement. La peinture s'est éclaircie, elle s'est colorée. Fini les aplats de couleurs monochromes, il emprunte au pointillisme la technique des petits traits discontinus. Fidèle à son amour de la promenade, Vincent sillonne la ville. Il passe beaucoup de temps dans les musées, notamment au Louvre, dans l'aile consacrée aux arts asiatiques. Et il y fait une autre découverte, qui lui ouvre de nouvelles perspectives. Les estampes japonaises. Au-delà de la peinture des uns et des autres que Vincent va, entre guillemets, piller, récupérer, assimiler, il va faire une autre découverte. Il n'est pas le premier à le découvrir, c'est à la mode à l'époque. Ce sont les estampes japonaises. Et il va donc tout de suite récupérer de ces estampes et commencer à travailler à partir de ces estampes. Une estampe d'Hiroshige et la version fortement inspirée de Van Gogh. Hiroshige, Van Gogh. Et ces différentes influences vont se mélanger sur ces toiles. Pour ce portrait du père Tanguy, une figure du monde artistique que Van Gogh admire, on retrouve les couleurs et les touches de peinture à la manière impressionniste et, derrière le personnage, des compositions à la manière d'estampes japonaises. Un mélange de style audacieux pour l'époque qui devient une marque de fabrique. Là où Van Gogh est impressionnant, c'est qu'il invente en peinture ce qu'on appelle le sampling, c'est-à-dire qu'il va chercher des influences chez plein de gens. Et c'est vrai qu'à l'époque, on n'a peu le choix, c'est-à-dire soit on suit un courant, on s'intègre et on suit
on suit le troupeau en essayant de trouver sa place. Lui, il est un peu différent, c'est-à-dire qu'on sait déjà qu'il n'a pas envie de suivre le troupeau, mais il a ce respect quand même pour certains peintres. On peut parler de Rembrandt, on peut parler, il adore les estampes japonaises, il adore les impressionnistes, et quand on regarde certains de ses travaux, c'est un mélange de tout ça, c'est-à-dire qu'il est le premier à concéder qu'on peut avoir plusieurs influences, qu'on n'est pas forcément obligé de suivre une voie, un guide. Donc il prend tout ça, il le mélange, et il en sort du Van Gogh. Van Gogh a trouvé un style. Son séjour parisien l'a métamorphosé. Pour se rendre compte de son évolution en seulement 2 ans, il suffit de comparer 2 tableaux, 2 versions de l'autoportrait au chevalet. Celui peint en arrivant à Paris en 1886, très sombre, et le second, 2 ans plus tard, quand il quitte la capitale. Van Gogh est devenu le peintre Vincent. D'ailleurs, une signature apparaît en bas de ses toiles. Lorsqu'il estime avoir réussi un tableau, désormais il le signe de son prénom, Vincent. Il est maintenant sûr de son art, et pourtant Van Gogh est malheureux. Il souffre d'être coupé de la nature, dans un univers minéral et très gris, en quête de teintes vibrantes, violentes, que seul un ailleurs pourrait lui procurer. L'homme du Nord rêve de nouveaux paysages, de grands espaces. Il songe au soleil du Midi. Il cherchait d'autres couleurs, parce que Paris, globalement, c'était tout gris, tout noir. Même les murs étaient très encrassés, puisqu'on se chauffait au bois, etc., etc. Pour un type qui cherche de la couleur, avoir que du monochrome des rues parisiennes, ça pouvait pas aider. La ville, pour lui, n'est pas l'endroit idéal. Il a du mal à peindre dehors. Il y a toujours des gens qui disent qu'il faut aller ailleurs. Donc, il ne peut pas mettre son chevalet n'importe où. C'est aussi une question de santé. Il a besoin de chaleur, de se remettre et d'avoir plus d'espace, plus de tranquillité, plus de calme. Février 1888. En plein hiver, Van Gogh quitte précipitamment la grisaille parisienne. Énième rupture. Pour l'artiste usé par la maladie, le compte à rebours a commencé. Âgé de 35 ans, il ne lui reste que 2 ans à vivre. 2 ans où il va enchaîner frénétiquement les toiles et réaliser ses plus grands chefs-d'œuvre. Ceux qui marqueront l'histoire de l'art. Dans sa quête du Sud, il débarque un peu par hasard à Arles, une petite cité de 23 000 habitants. Ce qui le frappe avant tout, c'est le soleil. Cette atmosphère baignée d'une lumière crue même en plein hiver. Une luminosité éclatante qu'il découvre et qui bouleverse sa perception. Quand tu arrives à Arles, les toits sont en tuiles, les murs sont jaunes, le ciel est très bleu, tu as des arènes monumentales, etc. On a l'impression qu'un voile s'est levé. Vincent se balade dans la nature environnante. Il redécouvre l'ivresse de se perdre dans de longues promenades, comme dans sa jeunesse. La campagne, son paradis perdu. À la différence que les paysages provençaux n'ont vraiment rien à voir avec ceux de Hollande, monotones et sans relief. Pour l'artiste, ce nouvel horizon est un véritable choc esthétique. Il est fasciné par la végétation qu'il découvre, ces rochers qui sortent de terre, les arbres tortueux et ce vent entêtant qui a la réputation de rendre fou. Vincent adore se perdre dans ces paysages qui lui sont étrangement familiers. Le Mistral est un vent très sec. Il n'y a pas de vapeur dans l'air. Tout est nettoyé et tous les contours sont nets. Et les arbres en particulier sont noirs en dessous et brillants comme de l'argent au-dessus. Et c'est presque comme dans la peinture japonaise. Pour Van Gogh, les paysages du Midi semblent tout droit tirés des estampes découvertes au Louvre. Inspiré, Vincent va alors produire une série d'œuvres japonisantes à la plume de roseau. Un outil permettant de tirer des traits souples mais fermes qui influencent terriblement son trait qui devient plus libre.
le peintre va écrire à son frère Théo pour lui dire à quel point il a trouvé enfin son terrain de jeu. Cher Théo, comme l'on n'ira pas au Japon, il faut aller dans ce qui est l'équivalent du Japon, c'est-à-dire le Midi. Je crois donc que, encore, après tout, l'avenir de l'Art Nouveau est dans le Midi. Dans son Japon français, Van Gogh, son chevalet sous le bras, peint en extérieur, dans l'urgence. Les coups de brosse vont comme une machine. Il est une machine à peindre, parce qu'il a trouvé cette formule de peinture-écriture, qui va comme ça avec ce trait court et discontinu, il va très vite. C'est stupéfiant. Il y a des jours où il a fait 3 tableaux dans la journée qui sont 3 chefs-d'œuvre. Cette période est celle de la haute note jaune, une couleur qui trouve un tout autre sens chez Van Gogh. Quand il peint des tournesols dans un vase jaune, il casse nos repères. Cette couleur incarne habituellement le soleil et la joie de vivre. Pourtant, de cette toile émane une sensation d'étrange mélancolie. Devant ces fleurs qui fanent, il nous fait ressentir une émotion qui remonte au plus profond de son enfance. Ce sentiment d'abandon qui l'étreint alors qu'il doit partir en pension. Cette nature morte trahit alors chez lui une profonde solitude. On retrouve cette solitude dans l'autre thème récurrent du peintre lors de ses dernières années d'existence, l'autoportrait. Son œuvre se transforme en un travail introspectif, une vérité crue, une lucidité supérieure, sans plus aucun filtre. Ce qui est intéressant dans Van Gogh, dans ses autoportraits, c'est pas le fait qu'il ait fait 1 ou 2 autoportraits. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il ait fait un nombre très important d'autoportraits. Quand on met une succession d'autoportraits les uns après les autres, c'est la mort qu'on voit à l'œuvre. On voit par interstice, entre 2 tableaux, le travail de la mort sur le visage, sur l'être même de Van Gogh. Et donc on voit quelqu'un qui est livré à la mort. Et aussi on voit quelqu'un qui est capable de regarder cet autre impossible en face, qui n'est pas simplement le soleil, ou la nuit, ou la mort, mais qui est lui-même. Et c'est impossible de se regarder en face. C'est peut-être la chose la plus difficile qui soit. Souvent, on passe par autre chose pour parler de soi. Eh bien, Van Gogh, pour parler de lui, peint Van Gogh. Loin des cafés parisiens fréquentés par les artistes, Vincent souffre de l'indifférence des Arlésiens pour son œuvre. Il se sent seul. Vivant dans cette bâtisse en pleine ville, la fameuse Maison Jaune, il rêve de créer cet atelier du Sud, un havre pour les peintres d'un art nouveau débarrassé de l'académisme. Van Gogh écrit alors sans relâche aux peintres avant-gardistes qu'il a croisés dans la capitale. Pour les convaincre de le rejoindre à Arles, il envoie des missives à Pissarro, Seurat, Cézanne. Les rares réponses à ses courriers sont toujours négatives. Reste un dernier espoir, Gauguin. Un peintre atypique de 40 ans, un aventurier qui sillonne le monde. Son frère Théo défend sa peinture, très colorée, qui pour l'instant ne se vend pas très bien. Vincent l'a rencontré à Paris. Impressionné par son charisme, il rêve de le faire venir à la Maison Jaune. Mon cher Théo, si Gauguin veut venir ici, il y a les 2 lits ou les 2 matelas que nous devons acheter absolument. Mais après, comme Gauguin est un marin, il y a la probabilité que nous arriverons à faire notre soupe chez nous. Et pour le même argent que je dépense à moi seul, nous vivrons à 2. En octobre 1888, Paul Gauguin arrive enfin à Arles. Il s'installe, avec Vincent, à la Maison Jaune. Les 2 artistes cohabitent dans la même chambre, transformés en atelier. Ils passent tout leur temps à peindre, tentant de s'influencer l'un et l'autre. Ici, Gauguin représente Van Gogh, en train de peindre des tournesols, et là, inversement, Gauguin en train de peindre, mais vu par Van Gogh. Cette complicité va tourner court. Avec l'hiver, la promiscuité entre les 2 hommes commence à peser. Ils se comprennent de moins en moins. Tout sépare ces 2 artistes parce qu'ils ont un point de vue très dissemblable sur le sujet même de la peinture. Gauguin va faire de la peinture une recherche autour du symbole, du symbolisme. Et Van Gogh, lui, va davantage s'attacher à peindre le quotidien, à peindre ce qui l'entoure, des objets, des sujets très triviaux. Van Gogh peint le réel, mais il déréalise ce réel par la facture. Tandis que Gauguin, lui, n'a pas besoin
de changer quoi que ce soit. La facture ne l'intéresse pas. Il dit Vincent voit les hasards de la pâte et moi je déteste les tripatouillages de la facture. Retombant dans ses travers, le peintre batave boit en grande quantité de l'absinthe. Peu à peu, il sombre dans une folie inquiétante. Certaines nuits, Gauguin sent le regard de Vincent qui le fixe dans son sommeil, penché au-dessus de son lit. Les disputes s'enchaînent, les rapports se tendent jusqu'à l'extrême. Le 23 décembre 1888, une ultime crise éclate. Excédé, Gauguin quitte la Maison Jaune. S'ensuit un des épisodes qui a construit le mythe Van Gogh, celui de l'oreille coupée. Gauguin décide de quitter la maison, il entend des pas derrière lui, Vincent le suit avec un couteau. Regard froid entre l'un et l'autre, Vincent repart vers la maison, Gauguin fout le camp dans un bordel. Et en rentrant, apparemment, Van Gogh se tranche un lobe de l'oreille, enfin un morceau d'oreille, et non pas, comme on l'a cru, l'oreille au ras du crâne, avec un trou au milieu, ce qui était évidemment monstrueux. Le lendemain matin, quand Gauguin revient dans la Maison Jaune, stupéfaction, il y a la foule, et on lui dit « votre copain est mort ». Il monte dans l'escalier, de part et d'autre, il y a des taches de sang sur le mur. Il trouve Van Gogh recroquevillé dans un lit, au milieu de tissus ensanglantés, et Gauguin le touche, il voit qu'il est chaud. Évidemment, il soupire, il retrouve tous ses esprits, et il dit au commissaire « réveillez-le avec précaution, et moi je m'en vais ». Et il ne voulait pas rester pour que Van Gogh le voie. Après cette scène traumatisante, Gauguin fuit ce cauchemar. Il s'échappe d'Arles le 24 décembre 1888. Il ne reverra plus jamais Vincent. En proie à des délires furieux, Van Gogh va être interné de force. Le peintre va enchaîner les séjours à l'asile. Il peint cet autoportrait, de retour dans sa Maison Jaune, un mois après le drame de l'oreille. Pour Vincent, recommencer la peinture, c'est tenir tête à la folie. Mais ses voisins ne l'entendent pas ainsi. Les voisins vont finir par faire une pétition pour qu'on l'hospitalise, qu'on le chasse. Enfin bon, c'est vrai qu'il est tout le temps le fou du coin. C'est vrai. Se sentant rejeté par la société, poursuivi par ses névroses, Van Gogh accepte de se faire interner dans un asile à Saint-Rémy-de-Provence. Il va passer une année dans ce monastère à l'écart du monde qui accueille à l'époque les aliénés. Reclus, son état ne s'arrange pas. Ses crises sont intenses. Il ne sait plus ce qu'il fait. Il ne peut plus travailler. Parfois, on doit l'enfermer et lui prendre ses matériaux de peinture parce qu'il est tellement... il a des hallucinations. C'est vraiment très, très triste. Et il essaye même de s'empoisonner en mangeant de la peinture, en buvant de la térébenthine. Donc on lui prend ses matériaux. Il est dans l'automutilation. Quand il envoie des tableaux à Théo, il lui dit « Ne te gêne pas pour détruire toutes les croûtes qui sont là-dedans. » Les croûtes, quand on voit que ces croûtes sont devenues les joyaux des plus grands musées du monde, on voit jusqu'où pouvait aller son aveuglement. Lors de son internement, entre les crises, Vincent se remet à peindre, malgré tout. La fenêtre de sa chambre, les couloirs de l'asile, et faute de sujet, il reprend inlassablement ses anciennes toiles depuis ses premiers dessins. Comme le vieil homme assis qu'il avait dessiné à Anvers 8 ans plus tôt, ou encore des scènes inspirées de Millet. Tous les thèmes qui l'obsèdent y passent. Les tournesols, évidemment, qu'il reproduit 7 fois. Peindre devient son seul souci. La peinture, espère-t-il, doit lui épargner de nouvelles rechutes, chasser les hallucinations.
Écoutez, laissez-moi tranquillement continuer mon travail. Si c'est celui d'un fou, ma foi, tant pis, je n'y peux rien alors. Le travail me distrait infiniment mieux qu'autre chose. Et si je pouvais une fois bien me lancer là-dedans, de toute mon énergie, ce serait possiblement le meilleur remède. De cette période, l'autoportrait bleu ciel est un des principaux chefs-d'œuvre. Van Gogh s'y représente de 3/4, masquant son oreille mutilée. Cette œuvre dévoile les tourments du peintre avec une vive intensité et marque un nouveau tournant artistique. Quand on voit ces vibrations de bleu autour de l'autoportrait de 89, au moment où Van Gogh a eu toutes ces crises qui l'ont beaucoup déstabilisé, on s'aperçoit qu'il veut faire ressentir aussi une forme de souffrance intérieure, comme une vibration, quelque chose qui vrille la personne et la personnalité. Et puis il y a toujours ce regard qui scrute et qui happe en quelque sorte le spectateur. Les tourbillons du fond bleu ciel de ce tableau expriment toute la violence de sa psychologie troublée. Autant d'échos à ses propres tourments intérieurs qui envahissent ses toiles. Comme dans cet autre chef-d'œuvre, Nuit étoilée, qu'il peint en juin 1889. Les arbres prennent la forme de flammes. Le ciel et les étoiles tourbillonnent dans une vision cosmique, comme à la recherche d'une autre vérité, une extra-lucidité dérangeante. Évidemment que Van Gogh n'est pas fou. Van Gogh a cette particularité d'avoir, alors comme souvent ceux qu'on appelle les fous justement, de voir en face, sans filtre, le réel tel qu'il est. Et l'être humain, en général, celui qui n'est pas artiste, celui qui n'est pas Van Gogh, refuse de voir les choses en face. On appelle fous finalement les gens qui ont les yeux grands ouverts en face de la vérité, de la réalité. C'est-à-dire que quand la réalité est en face d'eux, il n'y a pas de filtre entre la violence de cette réalité et leur sensibilité. Eh bien, il y a chez Van Gogh une capacité, une faculté de se dessiller les yeux pour regarder en face le soleil. Le soleil étant une sorte de symbole de tout ce qui est d'habitude insupportable de voir en face. Et c'est pour ça que, premièrement, le soleil a une place prépondérante chez Van Gogh, à tel point que quand il peint la nuit, les étoiles sont des soleils. De l'asile à la mort qui approche. Le 19 mai 1890, le peintre quitte le cloître de Saint-Rémy de Provence. Son frère Théo, éternel soutien, veut rapatrier Vincent près de lui, en région parisienne. Il l'installe dans un petit village à 30 km de Paris, à Auvers-sur-Oise. Vincent a 37 ans et il ne lui reste que quelques semaines à vivre. Il passe ses derniers jours dans l'auberge Ravoux, installé dans une simple chambre au confort spartiate. Le loyer est encore payé par son frère. Frénétiquement, il peint tout ce qui l'entoure, l'église du village, aux formes qui s'arrondissent. Il peint beaucoup le ciel d'Île-de-France, toujours traversé de nuages aux formes changeantes, contrastant avec l'azur et la lumière qu'il a connue dans le Midi. Les nuages peints avec des touches en forme d'anneaux, faisant ainsi ressortir la force qui les pousse. Désormais, les sujets ne semblent plus que des prétextes à raconter ses propres états psychiques, tels des paysages mentaux. Comme avec ce champ de blé, que l'on présente comme son ultime toile. Un ciel qui tourne au noir, des corbeaux, comme un signe prémonitoire. Deux jours avant sa mort, il part peindre dans les champs de blé. Il part avec son matériel de peinture et il revient très tard le soir à l'auberge Ravoux à Auvers-sur-Oise. Il va se coucher et on ne sait pas grand-chose de lui, si ce n'est que le lendemain, on retrouve gémissant dans son lit, etc. Et l'aubergiste appelle le médecin et en fait, il avoue qu'il s'est tiré une balle dans le ventre. Pendant 2 jours, Van Gogh agonise dans sa chambre. Arrivé à son chevet, Théo découvre dans sa poche une dernière lettre qui résonne comme un adieu, délirant,
et inachevé. Mon cher frère, eh bien mon travail à moi, j'y risque ma vie et ma raison y a fondu à moitié. Bon, mais tu n'es pas dans les marchands d'hommes pour autant que je sache. Et tu peux prendre parti, je le trouve, agissant réellement avec humanité. Mais que veux-tu ? Van Gogh meurt dans sa chambre de l'auberge Ravoux le 29 juillet 1890 à 1h30 du matin, à l'âge de 37 ans. Il a vécu marginal et dans la mort, il reste un paria, mis au banc d'une société qui ne l'a jamais accepté. Autour du cercueil, ils avaient exposé toutes les toiles qui étaient dans sa chambre. Et après l'enterrement, Theo van Gogh a distribué en hommage à son frère, à ses amis, quelques souvenirs. Et tout le monde a pu prendre une ou deux toiles, y compris l'aubergiste Ravoux, qui les a vendues pour 10 francs quelques mois plus tard, des Américains de passage. Vincent sera finalement enterré au cimetière d'Auvers-sur-Oise. Ses toiles dispersées, considérées alors comme de sombres croûtes sans valeur. Son frère Théo ne tarde pas à le rejoindre. Il meurt 6 mois après. Les voilà liés, inséparables, pour l'éternité. Van Gogh aura peint plus de 700 toiles en moins de 10 ans, sans connaître le succès de son vivant. Il faudra attendre les années 20, 30 ans après sa mort, pour qu'il soit redécouvert, puis adulé, jusqu'à rendre fou le marché de l'art. Van Gogh est désormais un des plus grands mythes de la peinture moderne.